今日大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだよ。Hello tout le monde, bienvenue dans l'épisode 64 de l'ASP. Aujourd'hui, toujours accompagné de la best Céline. Yeah, salut. Ça salut va bien tout le monde. Bah ça va très bien et toi? Ouais, ça va, super. Fatigué, cramé de la semaine. Ouais, un peu pareil. Mais toujours ravi de pouvoir faire un épisode hebdomadaire. Bah ouais, je suis contente. Même si c'est les vacances, nous on continuera. Bah ouais, c'est cool et puis là j'ai bien hâte. Nous sommes réunis pour parler de La saveur des ramen, un film de Eric Koo sorti en 2018. C'est un film que je ne connais pas. Bah moi non plus, je sais juste que ça parle de transmission culinaire, clairement ma cam. C'est vrai que j'ai très hâte, ça parle de cuisine et notamment de ramen, donc j'ai très envie d'aller voir ça. Ça va donner faim, je le sens. Ouais, je pense. Et ouais, j'espère que je vais pouvoir choper des petits tips. Ah ouais, j'avoue. Même peut-être des recettes. Ouais, carrément. À part ça, tu sais de quoi ça parle Vite fait, je sais qu'en fait, c'est un chef, alors si je me trompe pas, japonais qui repart à Singapour chez sa mère ou sa grand-mère. Il y a la transmission culinaire, quoi. Je sais plus si c'est du Japon à Singapour ou de Singapour au Japon, j'ai un doute. Mais en gros, c'est ça. Et donc, c'est vraiment en lien avec la famille et les recettes familiales, les choses comme ça. Ok. Mais voilà, c'est tout ce que j'en sais. Donc c'est pour ça que le film, c'est une production franco-nippo-singapourien. Multiculturelle, même si la France, je sais pas ce qu'elle va faire là-dedans. Ouais, moi non plus, on verra. Peut-être une surprise dedans. Ils vont peut-être mettre des escargots dans le ramen. Ou Ouais, des cuisses de non, grenouille. là, tout de suite, ça me fait idée, pas ça. envie. Ça me fait pas envie. Ouais, non, j'avoue. Ça donne pas du Oh, tout les envie. escargots dans le ramen. Non, franchement, non. Ah, ça pâte au jambon, t'imagines. Ah non. Un vieux C'est truc vrai, qui flotte, c'est là, ça, à la ouais. surface, là. Tu fais une fusion portugaise, Carlacoche ramen, quoi. Escargot en portugais. Ouais, On est bilingue, c'est pour ça. grave. Multilingue. Bon, on va voir ça, parce que moi, j'ai rien d'autre à dire. Je connais Bah pas du tout ouais, le film. carrément, moi j'ai envie d'aller voir ces recettes là. Moi, je veux aller manger avec les yeux. Ouais, je pense. Ça va donner faim. Ça va C'est donner parti. envie. À tout de suite. うちじゃどうなんだ。時々自分がラーメンだったらなって思うよ。そしたらちょっと親父興味持ってくれるかな。親父、おい。My parents are gone. I found my mother's old diary. She wrote about grandmother. おばあさんとの和解について何か書いてある。マサト You must try Singapore home cooked dinner. Very nice one. My wife cooked one. Et nous voici de retour après le visionnage de La saveur des ramen, un film sorti en 2018 de type drame-comédie. Ouais. Ok, c'est marqué ça sur Google. D'une durée de 1h30 et réalisé par Eric Koo. Au casting, je ne connais personne. Et encore une fois, on va vous épargner les noms parce que ça va pas dire grand-chose. Si vous êtes intéressé, Google for Life. Est-ce que tu nous pitches le film, s'il te plaît? Bah oui, je vais essayer ça. Donc on va suivre Masato, un jeune chef qui travaille dans un restaurant de ramen avec son père et son oncle. À la mort de son père, il va essayer de repartir sur les traces de sa mère, qui était singapourienne. Donc il est né et a grandi à Singapour. Et depuis toujours, il essaye de retrouver les plats que lui faisait sa mère quand il était jeune. Il part un peu sur ce périple à Singapour, périple culinaire. Et il va notamment retrouver son oncle maternel et découvrir un peu des secrets de famille sur le choses. Parfait. Voilà. Très alléchant tout ça. Dis-nous, est-ce que toi, ça t'a alléché? Ah oui. Ouais. Pourquoi t'as les yeux rouges? Ah Je vois pas de quoi tu parles. Vas-y, continue. Ah, moi j'ai adoré. Ouais. C'est tellement ma cam. J'adore déjà le principe des ramen, le principe de la cuisine, de toute la transmission familiale. Voilà, je trouve que c'est un très beau film, très doux. C'est un film confort comme un bon bol de ramen. Bah, on a les mêmes synonymes. C'est fou. Ouais. Moi, j'allais dire que c'était un film tout doux et tout réconfortant. Ouais, voilà. Ah non, ouais. C'est, comme tu dis, c'est ma cam aussi. C'est une bonne cam. Ça te détruit pas le cerveau. Donc, Non. Peut-être les yeux. Un petit peu. Ouais, encore une fois, je me suis retrouvé avec des yeux humides, mais
En même temps, là, à Montréal, en ce moment, niveau d'humidité, il est très haut. Donc, c'est embêtant pour regarder des films comme ça. Ouais, c'est vrai, ça fait flou, tu vois. Ouais. D'un coup, Mais bizarrement, ça m'arrive jamais devant des films où il y a la pédocriminalité et des adultères. Ouais, bizarrement, ça arrive pas, là, ça. c'est pas... il faisait trop chaud, je Non, pense, ce l'humidité, jour-là. elle arrive toujours au mauvais moment. Enfin bref, oui, j'ai versé ma petite larmichette. Ouais. Ça m'a touché parce que ça me rappelle mon histoire familiale aussi. Parce que métissage, parce que... comment dire, je me suis fait la réflexion pendant le visionnage. J'ai rarement vu un film où on s'intéresse autant à une famille, mais du côté paternel et maternel. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Pendant tout le film, j'ai essayé de chercher un exemple où en fait t'avais une espèce de parité où tu te concentrais sur les deux parties. Oui, et il n'y a pas le côté dynamique familiale où on va se concentrer sur une partie en mettant en opposition l'autre moitié de la famille. Non, pas du tout. Non, là, j'avoue, ouais, c'est vrai que c'est assez égal et dans la dynamique familiale, elle est justement aussi Masato, il est vraiment nourri de ces deux cultures-là, quoi. Et ça se ressent très bien dans le film. En plus, ça se ressent dans la culture non seulement culinaire, mais aussi de chaque pays, parce que, comme tu l'as dit, Masato, il est né à Singapour, mais il a grandi à partir de l'âge de 10 ans à Tokyo. Donc il a vraiment les deux cultures. On voit qu'il travaille avec son oncle côté paternel, et ensuite il va aller à la recherche de son oncle maternel pour retrouver cette recette du bakute que sa mère et son frère cuisinaient quand il va à Singapour. C'est ça. Et donc Masato, lui, il a grandi avec cette cuisine-là et cette culture-là. Donc il essaie de se rappeler du goût de ce bakute qui est pour faire simple, un ramen singapourien. Ouais, c'est ça. Alors, c'est un dérivé, on va dire. C'est ça. Même si le ramen, c'est plus un dérivé du bakute. Ouais, alors par contre, je me souviens plus ce qu'il y a comme type de nouilles dans le bakute. Mais en gros, c'est vraiment ça. C'est une soupe d'os de porc avec des morceaux de ribs, en de gros, travers de que porc, tu peux manger avec plus de viande dessus. Et puis après, c'est servi avec du thé. Et donc l'idée, c'est d'avoir la soupe, tu partages la soupe et tu partages le thé avec les personnes. Exactement. Et moi, c'est ça que j'ai adoré en fait dans tout le film, c'est ce côté de partage en fait, qui est vraiment aussi pour moi vraiment l'essence même de la cuisine, c'est de cuisiner pour passer un moment partagé avec des gens. Et donc là-dedans, dans le film, il y a autant le partage de recettes, de transmission de la cuisine, et après le partage de repas en fait, où tu vas manger, faire des découvertes culinaires, recommander des choses. Là, voilà, c'est vraiment super riche parce qu'il y a autant la culture singapourienne que la culture japonaise. Donc on va vraiment avoir ces deux parties-là, les découvertes de chaque personne dans la gastronomie différente. Et puis, il y a aussi la découverte de la culture, en fait, du pays à travers la gastronomie. Et voilà, bon, c'est vraiment un truc en plus qui nous représente beaucoup parce que, bon, on aime tous les deux manger. Bien sûr. Et en plus, voilà, la découverte d'un pays, elle passe beaucoup pour nous par la nourriture. Et donc, à chaque fois qu'on a voyagé, on a toujours vraiment découvert la gastronomie sur place. Et ouais, c'est super riche en fait comme film. Ouais, c'est clair. Et pourtant, c'est un tout petit film. Ouais. Mais c'est un film, mais vraiment, c'est un petit coup de cœur, quoi, parce que ça aurait pu être un comment ça s'appelle la série sur Netflix avec le chef. Midnight Dinner. Non, pas Midnight Dinner. C'est pas je parle pas c'est pas une série, pardon. C'est un espèce de documentaire culinaire. Tu sais, avec un chef américain mais d'origine asiatique. Ah oui, c'est Street Ugly Food, un truc comme ça. Un truc comme ça, et il fait le tour de l'Asie pour découvrir la street food et tout ça. Bah en fait, moi j'ai retrouvé un peu de ça dans ce film-là, où tu vas essayer différents plats, où en plus il va être guidé par une blogueuse japonaise qui fait le tour aussi de la cuisine singapourienne et qui partage ça sur les réseaux sociaux. Et donc elle va servir de guide à Masato pour découvrir plein de mets issus de cette culture-là. Et moi, j'avais l'impression d'un documentaire, en fait. Parce que déjà, la nourriture est super bien filmée. Ouais, ça donne en plus quelques techniques, avec la blogueuse qui t'explique, donc voilà, si le riz, il est fait comme ci, c'est parce que comme ça, avec l'humidité de l'air, ça fait un bon riz parce qu'il est comme ça. Le porc, regarde, si tu regardes sous la peau, si tu vois que c'est un peu gélatineux, c'est qu'il est parfait. Des petits détails comme ça que tu vois dans ce genre de documentaire-là.
Ou même que Gordon Ramsay te donne dans ses émissions de cuisine, tu vois, ça aurait pu être une émission culinaire. Ouais, et puis il y a même le côté, tu vois, où justement dans la transmission des recettes, moi je trouve que c'est super réaliste. Mais c'est clair. C'est le côté où tu donnes des astuces, mais qui veulent rien dire. En fait, Ouais. c'est vrai que tu t'auras jamais ni dans un livre de cuisine, ni dans une école de cuisine. Et donc voilà, l'oncle qui va lui dire, bon bah là, si l'eau elle fait bloup bloup bloup, et puis si tu rajoutes ça, et puis là il faut que ça fasse telle fumée, ou tel bruit, ou tel... Voilà, c'est un truc que tu auras jamais on va te dire... tu fais bouillir 10 minutes, après tu... Oui, il y a rien de précis, voilà. il y a pas de... Mais en fait, c'est ça les recettes Ouais, bien sûr. qui sont les meilleures, en fait. Bien sûr, moi ça me rappelle ma mère. Quand elle te dit, allez, j'ai fait un truc par-dessus la jambe, et elle te sort un truc qui aurait pu être dans un resto étoilé. Tu te dis, bah ouais, c'est bien, mais... C'est ça. Comment t'as fait? Bah j'ai mis un peu de ci, un peu de ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis basta, quoi, c'est bon. Ouais. Après, c'est au feeling. C'est ça. Puis après, on te demande, t'as mis quoi dedans? Je sais plus, parce que j'avais ça sous la main, donc j'ai voilà, essayé. c'est ça. Et là, tu te dis, mais là, t'as fait un truc de fou. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, ce film, ça me rappelle énormément de souvenirs aussi. Et ce film aussi, là, est un souvenir aussi pour Masato et pour les personnages autour, qui gravitent autour de Masato. Ouais. Et ouais, non, franchement, j'ai pas grand chose à dire sur ce film. C'est un bonbon. Ouais, complètement. C'est un bonbon au miel, mais bien mielleux, tu vois, ça, bien sucré. Ouais, moi j'adore, c'est que toute leur vie, elle va s'articuler autour de la cuisine. Ouais. Donc il y a, au départ, ça s'articule autour du restaurant de ramen du père donc de Masato. Et donc on voit aussi qu'il y a une grosse fracture entre la relation de Masato et son père. Et ensuite, ça va être Masato qui fait ses expériences, Masato qui va aller découvrir d'autres choses, qui va aller chercher d'autres épices, qui va aller chercher toujours un petit peu plus loin pour retrouver ce que faisait sa mère. Et puis après, bah, dans son voyage, c'est que ça, en fait. C'est vraiment, toute sa vie, elle est tournée autour de ça, et toutes les personnes dans sa famille, autour de lui, gravitent autour de la cuisine, en fait. Bien sûr. Et après, bah, au-delà de ça, à la recherche de racines, à la recherche de plats culinaires qui lui restent dans les papilles, mais qu'il est incapable de reproduire. Et aussi de secrets de famille, qu'il ne connaissait pas. Je sais pas si on doit en parler, mais, ça reste un petit film, c'est pas non plus le but de l'histoire, mais en fait, ce secret de famille gravite aussi autour de la cuisine. Ouais. Et moi, je trouve ça hyper touchant. Je pense qu'on peut arrêter de tourner du bon, on peut en parler un peu plus, quoi. Ouais, bah, moi, ce que j'ai bien aimé, justement, par rapport aux secrets, c'est aussi la transmission de ces secrets-là. Bien sûr. Voilà, c'est que de génération en génération, ils portent le poids de l'histoire entre le Japon et Singapour, l'histoire de la grand-mère et tout. Donc, tout ça va se porter, en fait, au fil de la famille. Bien sûr, ouais. Parce que c'est des traumatismes, en fait. Hein, c'est des traumatismes pour la grand-mère. C'est ça. Parce que dans le film, en fait, Masato ne comprend pas pourquoi sa mère est restée à Singapour et sa grand-mère maternelle ne lui parle pas. Et en fait, on va apprendre que parce qu'en fait, sa grand-mère était traumatisée de la guerre entre le Singapour et le Japon, où elle a perdu son mari, tué par des Japonais. Et donc, forcément, quand elle a vu que sa fille voulait se marier avec un Japonais, elle n'a pas accepté. Elle a décidé de la renier. Et par la même occasion de renier son petit-fils, qu'elle n'a jamais connu. C'est ça, elle l'a jamais vu. À part au moment du film où il retourne à Singapour pour retrouver ses racines. Bah là, après, il va se passer des réconciliations et puis des liens qui vont se créer. Ouais. Et tout ça autour de la cuisine. Ouais, c'est ça. La transmission de souvenirs et de recettes. C'est très beau, c'est touchant, c'est efficace, ça donne faim. Ouais. Franchement, là, j'ai eu envie d'aller au Japon et à Singapour. Ah non, mais c'est clair. Mais tu vois, en plus de ça, ça a fait office de tourisme, ce film-là, parce que Singapour, ça m'a donné envie d'y aller, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, moi, j'avais déjà bien envie d'y aller. Mais j'avoue, là, d'avoir un peu aussi cette découverte à travers la cuisine, en fait. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'influence de la cuisine chinoise. Et je pense qu'après, bah, il y a aussi... je crois que c'est ce qu'ils disent, ce que Mickey, elle dit dans le premier Mickey, c'est la blogueuse. Oui, pardon. C'est ce que elle va dire dans la première vidéo de son blog, où justement elle parle des origines de chacun. Donc, Singapour, le Japon, la Chine, il y a l'Inde aussi. Donc, il y a plein de cultures en fait qui vont se mélanger et qui vont après recréer une culture singulière de Singapour et une cuisine singulière de Singapour. Et puis après, faut pas oublier que le film aussi raconte aussi que la cuisine d'un pays, c'est pas forcément
limité à cette culture-là. Ouais. C'est un melting pot de l'Asie en général, ou même de la cuisine mondiale, parce qu'on voit aussi qu'il y a un grand chef japonais qui vit à Singapour et qui a ouvert un restaurant de ramen, mais qui s'est inspiré de la France ou d'autres pays. Et c'est un vrai chef. C'est un vrai chef. Ouais, il me semblait l'avoir déjà vu. Ouais, bah moi je suis pas sûre de l'avoir vu, mais en fait quand on a regardé le générique, il avait le même prénom. Ah. Et je me suis dit ça veut dire je qu'il l'ai joue déjà son vu. propre rôle. Je suis sûr que j'ai déjà vu. Ouais, et je me demande si possible. c'est pas dans le truc que je parle depuis tout à l'heure avec. Ah oui, peut-être. Il me semble que je l'ai vu là-dedans parce que j'avais vu. Ou alors c'est un reportage que j'avais vu sur le tour de ramen où on suit les maîtres ramen. Ah oui, ouais. Les maîtres de ceux qui font les plus grands ramen en Asie ou même aux États-Unis. Il y en a des très bons aussi. Apparemment, j'ai pas essayé. Et il me semble l'avoir déjà vu. Et donc, j'étais en train de chercher le film où je l'avais vu, mais c'est peut-être dans un des documentaires là. Ouais, ça m'étonne pas. Tout, en fait, le film, c'est un melting pot, on va te dire. Donc, oui, mais tu vois, le bak-kut-teh, c'est la cuisine de Singapour, mais on tire aussi de la cuisine chinoise et un peu de japonais, un peu de machin. Donc, et les ramen, on t'apprend aussi que le bouillon du ramen, c'est un peu l'équivalent du bouillon du bak-kut-teh, ainsi de suite, tu vois. C'est ça. Donc finalement, moi, ce que j'adore dans le film, c'est que c'est un film qui rassemble les cultures non seulement culinaires, mais aussi de différents pays. Ouais. Moi, j'adore. Ouais, j'adore parce que ça prône aussi le savoir-vivre ensemble, l'égalité entre nous. Il n'y a pas vraiment de différence. Ouais, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie de plats. Il n'y a pas de hiérarchie de c'est pour ça que j'adore. En fait. Tu vois, comme on peut entendre, on a déjà entendu, hein, on va pas citer des noms, mais quand on te dit que, par exemple, en Corée du Sud, on peut pas avoir... faire de cuisine japonaise, par exemple. Ouais, voilà, on peut pas s'inspirer du Japon parce qu'en fait, il y a une énorme haine entre la Corée du Sud et le Japon que tu peux pas trouver des plats japonais dans un restaurant coréen et vice-versa. Ce qui est totalement faux. On l'a déjà vu, nous. Et toi, quand tu dis que tu as déjà vu ça, on te dit, c'est pas des vrais Coréens, ou c'est pas des vrais Japonais, ou c'est des... non, il y a pas de... Mais surtout qu'en plus, c'est ça, en fait. Moi, je pense que ce film, il montre, c'est comme je disais, en fait, c'est que oui, il y a des histoires qui sont lourdes, qui sont difficiles, qui sont transmises, en fait, de génération en génération, mais ça veut pas dire que leur culture et leur identité, c'est que ce traumatisme-là. Ça en fait partie, et il est réel, mais c'est bien plus. Ils sont pas que ça, ils sont pas que leur histoire. Ils sont aussi, comme tu dis, l'ouverture sur le monde, le fait de se rencontrer, de se repartager des choses, de se remettre en fait sur un pied d'égalité grâce à la cuisine. Et pour moi, ce film, il montre exactement ça, quoi. On peut pas vraiment le critiquer parce qu'en fait, il est tellement positif dans sa démarche que tu peux même pas lui mettre des bâtons dans les roues parce que en fait, il te montre que nous on n'est pas vraiment. C'est peut-être utopique pour beaucoup de personnes, mais moi je trouve que ce film-là, en fait, c'est un film qui rassemble les gens. Et non seulement autour de la bouffe. Donc moi c'est ça la vie, quoi. Le gras c'est la vie, donc. Ouais. Moi le dernier truc que je voulais dire, c'était que en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est l'origine des plats. C'est qu'en fait le plat, il a sa propre histoire et il s'inscrit dans un. Par exemple pour le ramen, Masato il explique qu'au départ c'est pas du tout un plat qui est apprécié au Japon. Et c'est au fil du temps qu'il est devenu un plat emblématique du Japon. Donc en fait, les propres plats ont leur histoire et peuvent expliquer en fait une partie de leur comment ils ont été créés en fait, de ce qui se passait de leur époque. Ouais, clairement. Donc, voilà. C'est bien écrit, c'est bien fait. C'est simple et efficace. Ouais. C'est un film sans énorme prétention, mais il a juste prétention de nous montrer comment devrait être le monde. Ouais, je suis bien d'accord. Et que dans tous les cas, au final, le centre du monde, c'est la bouffe. Voilà, allons bouffer tous ensemble. Voilà le message de fin. C'est ça. Est-ce que t'aurais une scène préférée? Ouais, moi c'est la scène de cuisine entre Masato et sa grand-mère. Ouais, j'avais à peu près la même. C'est vrai qu'elle est basse. Cette scène-là. Moi finalement, tu vois, c'est pas vraiment une scène, mais c'est plus les flashbacks tournés autour du père. Ouais. Même de ses parents en général, mais surtout de son père. Parce que au début du film, on voit son père mutique, seul, dans son coin. Il y a très peu d'interaction entre lui et son fils, pourtant ils vivent ensemble. Et en fait, quand tu le vois là, tu dis c'est quelqu'un de froid, c'est quelqu'un de très en retrait. Et en fait, plus le film avance, plus tu vois des flashbacks sur comment il arrive à Singapour, comment
il a rencontré sa future femme. Et bah à partir de ce moment-là, c'est là que tu crées de l'empathie pour un personnage pour qui tu n'avais rien au début et qui meurt en fait dans les 5 premières minutes, quoi. Ouais. Et l'empathie, en fait, tu la crées sur des flashbacks. Et j'ai trouvé ça super efficace, en fait. Ouais, je suis d'accord. Puis en fait, c'est ça, c'est le père, il est là, mais il est absent, en fait, au départ. Ah, au début, tu dis, waouh, c'est ça le padré. Vraiment, bah, tu vois, à un moment donné, ça parle de culture, de l'éducation. Ouais. Quand il est avec la blogueuse à Singapour, quand Masato voit les interactions entre la blogueuse et son fils, il pose des questions en disant vous êtes toujours comme ça parce que puis là elle dit mais oui parce que ça change de la culture japonaise et en fait ce côté froid entre père et fils c'est vraiment culturel en fait. Donc quelque part tu vois le réalisateur n'appuie pas là-dessus, il ne met pas le doigt sur voilà c'est ça le Japon mais c'est juste ces petits moments là qui montrent que oui en fait les relations père-fils souvent ça peut être comme ça mais pas comme chez nous en France où c'est plus genre ta gueule petit con ou genre vas-y je te tape dans le dos t'es mon pote mais après je te fais la gueule parce que t'as fait une connerie tu vois. Là c'est vraiment tu sens qu'il y a un respect de la part du fils sur le père mais le père qui est tout le temps tête baissée froid et qui ne dit pas un mot à part juste mange avant que ce soit froid ou passe une bonne journée et puis basta quoi. C'est le strict minimum mais pourtant le respect il est là des deux côtés. Et en fait après quand tu vois le background en fait du père, quand t'apprends justement que culturellement entre Singapour et le Japon, t'as pas la même façon d'éduquer les enfants, d'interagir avec tes enfants. Bah en fait voilà, c'est plein de petits trucs comme ça disséminés dans le film qui font qui en font un film je sais pas moi juste sur les cultures qui montent quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Il est très très juste le film. Comme tu dis, il est pas dans la surenchère, il est pas dans la démonstration aussi. Trop dans ni dans le blabla quoi. Il y a pas besoin de mettre un background de fou ou justement de faire la chronologie de la guerre, de machin et tout. C'est juste voilà un gars lambda qui va découvrir la vie de sa famille, voilà, et vraiment en mode lambda, ce qui peut arriver à tout le monde en fait. Bien sûr, puis même la réconciliation entre la grand-mère et le petit-fils, moi je la trouve juste aussi, tu vois, ça peut paraître tiré par les cheveux, mais moi je suis désolé, c'est quelque chose que moi je connais à une autre échelle. Les yeux que la grand-mère porte sur le petit-fils après avoir pardonné, moi je l'ai connu, mais donc pour contextualiser la chose, donc moi je l'avais déjà dit dans un épisode avant, moi je suis métissé, de parents blancs et noirs, donc forcément dans les années 70-80 le mélange de métissage comme ça faisait pas bonne figure. C'était pas que c'était partout quoi. Voilà, et donc moi j'avais mes grands-parents maternels qui n'étaient pas d'accord avec ça. Et mais finalement, heureusement que mes grands-parents n'ont pas attendu que j'ai 25 ans comme Masato, parce que j'ai été accepté très très tôt. Dès ma naissance, en fait, j'ai été accepté par mes grands-parents. Ils ont toujours été fiers de moi et mes frères, même si on était métissés. Mais moi, j'ai toujours eu le regard de mes grands-parents comme avec de l'amour, en fait. Et en fait, le regard que la grand-mère porte sur Masato à la fin du film, moi, c'est le regard que moi j'ai connu avec mes grands-parents. Alors, sachant qu'il y a eu un background aussi de pas forcément de la même façon, mais il y a eu un background comme ça sur la différence culturelle qui ne passait pas au début. Mais quand tu vois le regard, en fait, ce genre de regard-là, ça te fait oublier tout. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, dans ce film-là, même si Masato il est adulte dans le film et quand il se réconcilie avec sa grand-mère, en fait, tout de suite, on bascule sur, on va dire, un amour entre grand-mère et petit-fils, comme s'ils avaient toujours été comme ça ensemble. Ouais, parce que il s'attarde pas sur les regrets. Non. Se laisse pas, comment écrasé par le poids des regrets, de dire on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça et tout. Ok, oui, on n'a pas fait ci. Non, mais c'est juste l'amour en fait. C'est juste l'amour. On va dire, il y a pas d'échelon à gravir pour pouvoir aimer à ce point-là, tu vois. C'est le sang en fait. C'est le sang, c'est comme ça. C'est la famille et tu peux pardonner tout et n'importe quoi et puis moi la relation qu'ils ont oui le regard. Je voulais revenir sur 2 regards de la grand-mère. Le premier méprisant envers son petit quand elle apprend que c'est son petit-fils et le deuxième
empli d'amour quand, bah, en fait, elle l'accepte. Ouais. Et en fait, ces deux regards-là, moi, je les vois, ils sont réalistes parce que j'ai connu les deux. Pas forcément mes grands-parents, j'ai connu le regard méprisant toute ma life, mais le regard plein d'amour comme ça, je l'ai connu aussi. Ouais. Et en fait, ce regard-là, en fait, je sais pas, dans ce film, c'est tellement simple et bien amené que, bah, moi, ça m'a touché. Bah oui, parce que c'est extrêmement réaliste. C'est là que l'humidité dans l'air, en fait, a augmenté. Et... Il a fait très chaud et très humide d'un coup. Très chaud d'un coup. Voilà. Ah, c'était incompréhensible. Pourtant, il y a la clim, donc je comprends pas. Mais ouais, non, voilà, en fait, moi, c'est ces petits jeux de regard, en fait. Je sais pas comment expliquer, je sais pas comment on n'arrive pas à faire autant de bons films comme ça, quoi. Ouais, puis c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que Masato, il porte aussi un regard particulier, autant sur son oncle avec qui il a plein de souvenirs de cuisine, justement, de partage enfant, et sur sa grand-mère, qu'il connaît pas. Lui, il y va en voulant la connaître, mais il a aussi du ressentiment du fait que bah, sa mère, elle a été reniée par sa grand-mère. Oui, oui. Et en même temps, bah, voilà, son regard, il va changer, il va aussi être bah, dans l'envie de partager ces moments avec elle, quoi. Bien sûr. Et non, c'est touchant. Ouais. Oh, moi, c'est touchant, c'est bien. À un moment donné, j'ai cru que ça allait détruire mon petit cœur quand il y a eu cette bascule avec, on va dire entre guillemets, le côté racisme, même si c'est plus que du racisme. Là, c'est vraiment plus une haine politique, plus que juste une haine raciale comme on connaît si bien en France, tu vois. Juste, en fait, juste parce que t'es différent, on t'accepte pas. Là, c'est l'histoire qui va avec. C'est l'histoire qui va avec. Et là, je veux pas dire que c'est plus compréhensible qu'un racisme de bas étage. On va dire qu'il y a un pourquoi. Ouais. Et en fait, il y a une résolution. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, il y a pas de résolution dans notre monde, c'est parce qu'il y a pas de pourquoi. Ouais, c'est bien vu ça. Je suis d'accord. Voilà, moi je vais conclure là-dessus. Très bien. Quelle note tu lui mettrais? 8. Ouais, je lui mets un bon 8 aussi. Je voulais pas lui mettre en dessous parce que je voulais quand même marquer. Ouais. Parce que c'est le genre de film qui mérite quand même d'être présent dans le paysage cinématographique asiatique. Non, puis moi après c'est vraiment on l'a déjà vu plusieurs fois dans le podcast, mais c'est vraiment moi des sujets que j'aime beaucoup, quoi. C'est ces histoires de famille qui sont très complexes et très simples à la fois, en fait. Donc très complexes parce qu'il y a plein de choses qui se passent et il y a plein d'histoires et il y a plein de non-dits, plein de secrets, et en même temps très simples parce que c'est des choses qui arrivent qu'il y a dans toutes les familles. Donc voilà, c'est des drames, moi je trouve, qui sont très bien écrits, qui sont très touchants et qui moi le film, je suis pas sortie de la même manière que je suis rentrée, mais sans que ce soit une révolution complète, c'est juste que comme ça m'a mis dans un mood bien particulier et bien unique à ce film-là. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas facile, comme on l'avait déjà dit pour les barèmes de notes. Tu peux mettre aussi bien un 8 pour un Saveur d'Hermen qu'un 8 pour un Park Chan-wook. Ouais. Pourtant, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a pas le même impact. Ouais, je suis d'accord. Moi, celui-là, moi, je mets un 8 parce qu'il a eu un vrai impact émotionnel sur moi, parce que, comme je l'ai dit, culturellement, ça me touche. Ouais. Et en plus, c'est des cultures que moi, je ne connais pas non plus. Donc, moi, quand on me montre que d'autres cultures, en fait, ça ressemble à d'autres cultures du monde aussi, bah moi quelque part ça me rassure et ça fait du bien en fait. Ouais, c'est ça, il y a un côté universel. Ouais, et c'est pour ça que ça me touche, et je me dis bah finalement on est tous pareils. Ouais. Donc pourquoi encore essayer de nous mettre dans des cases parce qu'on est telle origine, tel machin, enfin bref, je vais pas commencer à m'attarder là-dessus parce que je vais m'énerver. Dans un mood doux. Ouais, non. Doux et cocon comme des ramen. Ouais. Donc si vous voulez voir ce petit bonbon là, il est disponible sur Univers Ciné avec un petit abonnement, je crois c'est 5 € par mois c'est Univers ça, Ciné. 4,80. Voilà, donc lâchez les Netflix de merde là avec leurs trucs à la con là, avec des films qu'on a déjà vus 15 fois, ou alors avec leur production à merde, et allez mettre un petit billet sur le Univers Ciné, vous allez découvrir des bons petits films parce que il y a un super catalogue, il y a plein de très 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 bons films, et voilà. Il y a plein de films aussi de bonnes découvertes en fait. Bien sûr. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est pas un catalogue exclusivement asiatique. Hein. Non. Il y a plein de choses. Hein. Il y a de tout. Là, il y avait du Wim Wenders là, je crois. Il y avait ils ont mis aussi du Lynch. Ils font des rétrospectives de temps en temps. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a des fois ils en mettent plusieurs. Et souvent, c'est les films les moins connus de grands réalisateurs qui passent dessus. Et ça, c'est ultra agréable parce que tu peux rattraper beaucoup de classiques. C'est vrai. Donc moi je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil sur le catalogue Univers Ciné, et en plus on a un énorme catalogue aussi VOD pour ceux qui aiment bien louer par-ci par-là.
Donc voilà, moi je peux que vous conseiller Que du d'aller jeter plus. un œil. Et voilà, maintenant, si on passe aux recommandations, Très bien. est-ce que tu as quelque chose à nous recommander? Oui, j'ai quelque chose. Je vais recommander une bande dessinée qui s'appelle Les Ignorants, récit d'une initiation croisée d'Étienne Davodo. Donc c'est l'histoire de Étienne, qui est auteur de bande dessinée, qui décide de faire un partage de transmission de savoir avec Richard Leroy, qui est vignoble. Et donc, Étienne ne connaît rien au vin, à la conception du vin, à l'entretien d'une vigne. Et Richard ne connaît rien à la bande dessinée. Il connaît rien à l'édition d'un livre. Et en fait, ils vont passer 1 an et demi, 2 ans à peu près ensemble à vivre les expériences de chacun. À partager leur culture. C'est ça. Comme Donc, le film Savard exactement. ramène. Donc, Étienne Davodo va aller dans le vignoble, il va travailler la vigne, il va goûter les vins, il va aller faire des foires au vin, il va regarder comment les vins sont vendus. Il est en biodynamie, donc il va essayer aussi de comprendre ce que c'est que la biodynamie, ce que ça fait, choses comme ça. Et de l'autre côté, il va aussi donner à Richard des bandes dessinées à lire, lui faire découvrir les grands classiques de la bande dessinée, mais des choses complètement différentes. Et ils vont se questionner mutuellement sur pourquoi ils font les choses, comment ils créent leur bande dessinée, leur histoire, leur art ou leur vin. Ils vont aussi beaucoup échanger sur les groupes qu'ils ont ensemble, c'est-à-dire que Étienne Davodo, il a son réseau d'artistes de bande dessinée, des choses comme ça. Ils vont faire des repas ensemble, et donc ils vont parler sur la création du bande dessiné, certains thèmes, certaines histoires. Et de l'autre côté, et pareil, ils vont aller rencontrer d'autres vignerons, découvrir des nouveaux vins, se questionner sur certains vins, sur certaines... Et il y a quelque chose que moi je trouve très bien, c'est quand tu vas avec un regard entièrement neuf sur quelque chose, en fait, tu le savoures pas de la même manière. Mhm. Et donc, par exemple, pour le vin, Richard, il propose un vin, on va dire, hyper millésimé, le grand truc. Et lui qui connaît rien, il le boit en disant oui, c'est bon, quoi, c'est sympa, quoi. Et en fait, c'est d'autres vins, il va y aller parce que ça le touche lui, parce que c'est ses goûts, avec beaucoup plus d'enthousiasme, alors que c'est pas un vin plus reconnu que ça, quoi. Et ce palais un peu vierge va lui permettre de pouvoir appréhender les choses différemment et pas avec l'attente de du nom, de l'étiquette, des choses comme ça. Et il y a après le même parallèle qui est fait avec la bande dessinée, où il y a quelqu'un qui va y aller avec un regard entièrement neuf et voir des œuvres comme Maus ou comme toutes les bandes dessinées de Mobius avec un regard je comprends pas, j'adhère pas, mais pas parce que ça va être un grand nom de la bande dessinée, juste parce qu'il aime ou il aime pas, quoi. Ok. Et en fait, c'est pareil, c'est une BD, moi, je trouve, qui est très simple, qui est pas dans la surenchère, qui est pas dans un truc de, on va faire un grand débat philosophique sur la transmission de savoir, sur, le processus de création. C'est juste 2 personnes qui décident d'enseigner à l'autre leur passion, leur raison de vivre, leur métier, et c'est super. Franchement, j'ai Excellent. adoré. Ça donne envie. Ouais. Et toi, tu recommandes quoi? Moi, ça va être une reco, puis il y a un petit truc rapide. Ouais. Alors moi, je vais recommander, pareil, je vais rester sur le thème du film, et je vais vous recommander Le Gourmet Solitaire de Taniguchi et Kusumi. Donc c'est écrit par Kusumi, donc un écrivain, et Taniguchi, donc auteur de manga bande dessinée, le plus connu en Europe. Le plus européen des mangas asiatiques, des mangas Exactement, c'est exactement japonais. voilà. On avait à parler aussi. Le plus européen des mangaka. Voilà, c'est ça. Merci. Donc le Gourmet Solitaire, en fait, on va suivre un employé lambda, je crois qu'il est commercial ou un truc dans le genre. En fait, on va le suivre dans ses déambulations culinaires. Donc chaque chapitre, ça va être un plat typique japonais, mais vraiment de la gastronomie de base. Hein. Ça va pas être des restaurants 19 étoiles, tout ça. Ça va vraiment être les cuisines de rue. Et en fait, je peux vous donner 2-3 exemples. En fait, chaque chapitre, c'est un plat. Ouais, moi j'ai souvenir de celui, c'est le bento auto-chauffant Mais ouais, là. c'est celui qui me restait le plus. Ouais, pareil. Et je crois que c'est grâce à celui-là qu'on a découvert que ça existait vraiment, qu'on a regardé. Ouais. Et donc tu vois, il y a un chapitre sur le porc sauté et le riz sagna. Il y a un chapitre sur les sushi bars. Si je saute un peu, qu'est-ce qu'il y a? Un chapitre sur les oden.
Ouais. Donc sur les plateaux repas. Donc je pense que ça doit être celui-là où en fait dans le train. dans le train où en fait t'achètes tes plats tout faits et t'as une languette, tu tires dessus et puis ça réchauffe ton plat instantanément. Donc ouais, moi je vous conseille vraiment, si vous aimez la cuisine aussi et puis si vous aimez juste voir de la bonne bouffe dessinée par Taniguchi. Et ce qui est bien en fait, c'est qu'on peut lire ça une fois de temps en temps, un chapitre par-ci par-là. Il y a aucun fil rouge. Ouais. C'est vraiment juste, on va suivre cet employé entre pendant ses pauses déjeuner. En fait, il va dire tiens, je me taperais bien un petit udon, un petit ramen ou quoi que ce soit. Et en fait, on va juste le voir déguster. Et en fait, ça va lui faire remonter aussi des souvenirs, comme dans le film en question, de sa jeunesse, de repas qu'il a mangé à gauche à droite. Et c'est pareil, c'est très feel good. Ouais, moi j'ai souvenir que tu découvres bien les quartiers. Ouais, carrément. T'as donné vraiment une image précise de la vie. Bah ouais, c'est un peu quartier lointain aussi que de Taniguchi, pareil. Sauf que c'est pas la même histoire, mais vraiment ça déambule, ça mange, c'est feel good et c'est efficace aussi. Voilà. Et deuxième petite autre reco, très rapide. Mais très importante. Très importante. C'est pour ceux qui sont dans la région de Montréal ou ceux qui prévoient un voyage dans pas très longtemps sur Montréal et ses alentours. Moi, je vous conseille de vous arrêter si vous avez envie de ramen dans un restaurant qui s'appelle Ramen Inchin. C'est dans le quartier Sainte-Catherine à Montréal. S'il y a des Québécois montréalais qui nous écoutent et qui connaissent, venez me dire si vous avez aimé ce ramen-là ou si vous en avez d'autres, parce que moi j'aimerais bien. Parce que nous on a essayé quelques-uns et pour l'instant c'est mon préféré. Ah ouais, c'est le top 1 là. Pour moi c'est mon top 1 actuellement. Et on en a fait des bons. Hein. On en a fait des très bons. Et il y en a d'autres, on en a fait aucun dégueulasse. Ouais. Mais celui-là là, très, très haut. parce que le ramen à l'ail rôti. Ouais, le soyu là. Ah le soyu, il est parfait. Bah c'est celui-là qui m'a donné envie d'aller regarder comment on faisait du soyu. Après, quand j'ai vu le temps qu'il faut, toutes les étapes et tout, je me suis dit, bon, c'est pas le truc que je vais faire tous les jours. Mais non, ça donne envie de faire la recette vraiment, quoi. Ouais, carrément. Donc voilà, si vous prévoyez un petit voyage ou si vous êtes sur Montréal, allez jeter un petit coup de cuillère, un petit coup de baguette dans ce restaurant qui s'appelle le Ramen Ishin. Donc c'est... alors Ishin, c'est I2SHIN, quartier Sainte-Catherine, Montréal. C'est trop bon, c'est une tuerie. Foncez. Allez-y, les yeux fermés. Bon, on a passé un bon petit moment. Ouais, c'est clair. Presque comme si on avait vraiment mangé des ramen. Ouais, et maintenant, on va devoir décider ce qui va passer après ce petit film Doudou. Ouais, exactement. Parce qu'il est déjà Doudou aussi, celui-là. Ouais, t'as une envie ? Bah, c'est dur, là, de passer après ça. Je sais pas si on doit faire un truc bien hardcore ou un film problématique. Non, j'en ai marre là, franchement. Ah, pareil, j'en ai marre des films problématiques. Et en plus, je me suis fait la réflexion là avant de commencer le film, mais c'était vraiment ça. Je me dis, là, ça fait plusieurs films qui sont catégorisés genre drame, comédie. Surtout le côté comédie. Tu te dis, mais non, mais faut arrêter en fait. Je veux dire, on en a fait 2 là, pas coup sur coup, mais presque. Ah, c'était relou là. Ouais, c'était relou. Là, j'aimerais bien tomber sur ce genre de petits films là aussi. Même un autre petit film, mais du même gabarit que celui-là, ça m'irait bien. Ou alors, sinon, sur un classique. Ouais, j'avoue. C'est ce que je me suis dit aussi. Un classique, ça permet de rester sur les acquis et on garde le côté un peu doudou sans forcément... Allez, on va piocher ça. Allez. 3, 2, 1... Oh. Ah bah, je crois qu'on change radicalement de genre, là. Là, on peut pas faire plus éloigné, je crois. Je suis désolé pour toi. Non, mais c'est pas grave. J'arrive pas à savoir si je l'ai vu, celui-là. Je crois, mais je sais pas si je suis restée éveillée, consciente jusqu'où. Waouh. Là, on va se taper. Bon, vous avez pas dit ce que c'est. Ouais. C'est Volcano High. C'est un manhwa manga live sud-coréen. Je suis désolé de t'imposer ça. On verra la semaine prochaine. Alors moi, j'ai décidé de le remettre. Ouais. Juste pour la petite anecdote. Vas-y. C'est un film que j'avais acheté dans le rayon DVD de Auchan avec mes petites économies. Parce que c'est un film, à chaque fois que je me baladais dans le rayon, parce que fan de ciné, tu te balades dans le rayon, tu checkes tous les DVD. Ouais. Tu restes là au rayon manga, DVD, pendant que les parents ils font les courses. Exactement. Et en plus, c'était exactement ça en plus. Je sais. Et donc du coup, je vois ce film-là. Film coréen, ça a l'air d'être un film d'action, manga, style, tout ça. Voilà, t'es ado, t'es tout fou. Moi, je vois ça, je me dis, waouh, celui-là, il va falloir que je me le chope. Et en économisant des petites piécettes, je me suis dit, allez,
je craque tout dans ce DVD-là. Ok. Puis à l'époque, un DVD, c'était pas donné non plus. Ouais, c'était pas les 5 balles que t'as aujourd'hui, quoi. Ah non, c'est clair. Et puis surtout ce genre de film-là, c'est pas soldé, c'est pas déstocké. C'est le prix. Pendant 6 mois, je l'ai vu au même prix. Et bah quand je l'ai pris, j'ai dit allez, je lâche tout là-dedans. Et quand je l'ai lancé, faites-moi un signe si ça vous est déjà arrivé. Mais quand tu n'assumes pas, en fait, que le film est pas bon. Donc t'es arrivé de regarder tout le Ouais. temps et qu'en fait il est nul. Et en fait, à la fin, par mauvaise foi, tu dis, oh, il est trop bien le film, c'est mon film à moi. Mais au fond de toi, tu dis, putain, mais qu'est-ce que j'ai acheté? Ouais. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé? Faites-moi un signe, s'il vous plaît, que je me sente pas seul. C'est un grand moment de solitude. Tu l'as regardé tout seul la première fois ou... Je ne sais plus. Ouais. Honnêtement, je sais plus. Mais je l'ai vu plusieurs fois, hein, c'est le pire. Ouais, je me doute. Parce que Que je t'es voulais, têtu et que tu veux te prouver que si, il est bien. parce que j'étais obligé de le lancer plusieurs fois parce qu'il fallait le rentabiliser, le film. Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Et et le film, je l'avais gardé jusqu'à ce qu'on déménage ici, et j'ai décidé de le revendre. J'ai dit allez, c'est bon. J'ai décidé de me séparer d'un passé tumultueux. Et puis bah la dernière commande Vinted que j'ai fait venir de France, bah j'ai dit on est fou, on le rachète. Bon, je l'avais acheté 2 pièces, 2 euros je crois. Je dis bon allez, reviens dans la collection, on va le mettre dans le podcast juste pour mon plaisir et puis pour ton déplaisir. Donc voilà le pourquoi il est présent dans cette liste là. Et je suis désolé. Même pour moi, je suis désolé en fait, parce que je sais que je vais passer encore un moment gênant. Ok. Parce que je vais peut-être pas encore la suivre. J'ai hâte de le voir maintenant. Mais en fait, j'ai hâte de le revoir parce que bah il me reste beaucoup de choses finalement. Ouais. Il me reste beaucoup de choses. J'avais souvenir. Tu sais, c'est le genre de film fini à la pisse. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, déjà dans les années, je sais plus sortir en quelle année, début des années 2000, un truc comme ça. Effets spéciaux déjà dégueulasses. Ouais. Tu voyais des câbles partout, Ok. mais tu les voyais littéralement. Et moi, ce que je suis curieux de voir, c'est est-ce que je les ai moi fantasmés Ouais. ou est-ce qu'ils existent vraiment ces câbles? Parce que moi, j'ai souvenir, ça volait dans tous les sens, mais j'avais souvenir qu'on voyait encore un peu les câbles, tu De vois. toute façon, c'est pas compliqué. Si moi je les vois, c'est que c'est flagrant. Parce Et que moi, juste j'ai ça, tendance à rien voir, en fait. Si je suis barré dans l'histoire, il peut se passer n'importe quoi en fond, là, je le vois pas, tu vois. Ouais. Putain, Volcano, je suis désolé. Je suis désolé pour tout le monde. Ouais, mais en même temps, je pense que c'est bien que ça passe après celui-là. Parce que comme c'est radicalement différent, tu vois, on peut pas, Mais on va pas peut-être comparer. pouvoir rigoler. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. Hein. Ouais, je pense. Mais il faut pas le prendre au sérieux. Maintenant que je sais que moi je l'ai eu plusieurs fois, on va pas faire la séance cérémonie où chacun ferme sa gueule et puis le seul regard qu'on se lance, c'est vraiment à la fin du générique, pas à la fin du film, mais à la fin du générique, où on se tourne l'un vers l'autre et puis on essaie de savoir ce que l'autre a pensé à travers un regard. Ouais, c'est ça. Là, je pense qu'on va pouvoir partager pas mal de choses pendant le film. Donc, ouais, je pense que ça va être une séance décontractée. Ouais, très bien. Donc, bah, je vous donne rendez-vous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour Volcanoid, je sais même pas de qui. On verra. Mais je sais qu'il y a des câbles On vous dira et tout des ça. effets spéciaux merdiques. Donc, ça peut être amusant. Bah Pas ouais. du tout. Mais moi, je pense que juste pour voir justement ça avec le contexte que tu viens de donner, j'ai hâte de le voir. Bon, bah, c'est parti. Ouais. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao, portez-vous bien.